Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, première réunion du comité interministériel qui s'est tenue au Palais du Peuple. Direction le Proche-Orient, le bilan de l'agression israélienne s'alourdit à 22 722 morts dans la bande de Gaza. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, sous la présidence du Premier ministre, s'est tenue aujourd'hui la réunion annuelle du comité interministériel sur la stratégie nationale du handicap, réunissant des représentants gouvernementaux pour engager des discussions constructives focalisées sur la revue du plan d'action. Les échanges ont mis en lumière des avancées palpables dans l'inclusion socio-économique des personnes handicapées, rendues possibles par de nombreuses réformes engagées pour les personnes à besoins spéciaux, pour l'accès aux services sociaux de base, tels que la santé et l'éducation, comme le mentionne le secrétaire général du gouvernement dans son mot de bienvenue. Aussitôt, cette première réunion annuelle a été l'occasion pour l'équipe de la NPH de présenter des recommandations, le travail sur la collecte des données pour constituer des indicateurs de suivi et les évaluations nécessaires pour mener le réajustement du plan d'action afin d'atteindre les objectifs des 3 piliers. Les actions concertées du gouvernement et de l'Agence nationale pour la promotion des personnes handicapées témoignent de la collaboration soutenue entre la NPH et les différentes institutions. Néanmoins, la réunion a été l'occasion de relever les défis persistants liés à la mise en place d'un système interopérable en partenariat avec le PNUD, le ministère du Travail et la NPH. Il est en effet question d'une meilleure coordination interministérielle pour une cohérence à l'efficacité de la mise en œuvre et à la nécessité de cohésion en incluant l'Agence nationale des statistiques. Eh bien, dans son discours, le directeur général de la NPH a indiqué que les actions concertées du gouvernement et de l'Agence nationale pour la promotion des personnes handicapées témoignent de la collaboration soutenue entre la NPH et les différentes institutions. De son côté, le secrétaire général du gouvernement a souligné que la première réunion va permettre de renforcer l'engagement en faveur de l'inclusion des personnes à besoins spéciaux. Écoutons-le. Donc, sous la présidence du Premier ministre, nous permettra de renforcer notre engagement en faveur de l'inclusion des personnes à besoins spéciaux dans notre société. Je ne vais pas revenir, mesdames et messieurs les ministres, sur l'important volet institutionnel et réglementaire qui a été développé ces dernières années et sur les nombreuses réformes engagées, ni sur le focus qui a été mis sur les personnes à besoins spéciaux, compte tenu des points suscités. Nous n'avons pas à rougir de notre action, même si, malgré les progrès notables constatés, certaines inégalités continuent de persister, notamment dans l'accès aux services sociaux de base, dans la scolarisation, dans la couverture sociale, dans l'accès à l'emploi, et ces inégalités nécessitent des actions ciblées. Mon préambule ne sera pas trop long, mais pour mémoire, les 2 derniers mois de l'année 2023 ont été particulièrement chargés. Outre la clôture de la 5e édition de la Semaine nationale du handicap, qui a été réalisée en décembre 2023 sous l'égide du Premier ministre, nous avons réalisé la revue à mi-parcours de la stratégie nationale pour le handicap sur fonds propres et en utilisant une expertise nationale et plus précisément en utilisant l'expertise des chercheurs djiboutiens à travers l'IRICA, l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique. Eh bien, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement envers la mise en œuvre immédiate de ces recommandations pour consolider les acquis et accélérer la réalisation de ces objectifs. Écoutons-le. Pour moi, un profond engagement envers l'équité et l'inclusion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer la réunion annuelle de ce comité. Nous sommes réunis pour examiner la revue à mi-parcours de la stratégie nationale handicap, un pilier fondamental de notre engagement envers une société plus juste et solidaire.
Permettez-moi tout d'abord de saluer les avancées palpables réalisées grâce aux actions déterminées du gouvernement, de l'ANPH et de nos partenaires. L'inclusion socio-économique des personnes handicapées est au cœur de la politique publique du président de la République et nous sommes fiers des progrès accomplis depuis la création de l'agence en 2018. Cependant, soyons francs, en reconnaissant les défis auxquels nous faisons face, la revue à mi-parcours met en lumière des taux d'exécution variables dans les domaines prioritaires tels que l'éducation nationale, la santé, l'emploi et la protection sociale. Ces défis découlent souvent des problèmes de coordination intersectorielle et d'une mise en œuvre efficace entravée. Mesdames et messieurs, à l'issue de cette réunion, notre objectif est clair. Nous devons sortir avec des recommandations concrètes, des engagements fermes de chacun dans leurs domaines respectifs pour accompagner l'ANPH et ses collaborateurs. Les recommandations issues de cette réunion doivent être des feuilles de route précises indiquant les actions immédiates que nous devons entreprendre pour surmonter les obstacles identifiés dans la revue à mi-parcours. Nous avons la responsabilité collective de renforcer la coordination intersectorielle, d'améliorer l'efficacité de la mise en œuvre des activités identifiées et d'intensifier la sensibilisation à large échelle sur le handicap et l'inclusion. Les engagements que nous prenons aujourd'hui sont des engagements envers nos concitoyens, envers ceux qui comptent sur nous pour créer une société plus inclusive. Direction l'Assemblée nationale, où la Commission des finances, de l'économie générale et du plan a tenu une session terminant aujourd'hui en vue d'examen des projets de loi. Il s'agit du projet de loi numéro 51 de l'année 2023 de la 9e législature portant approbation des comptes financiers 2022 de l'imprimerie nationale de Djibouti et du projet de loi numéro 58 de l'année 2023 de la 9e législature concernant les comptes financiers de la radio-télévision de Djibouti. Cette assise qui s'est tenue sous la conduite du président de la commission des finances, du député Shalmak Moussare, a rassemblé l'élite parlementaire et des membres d'autres commissions, créant ainsi un forum animé de discours. La présence du gouvernement a été soulignée par la participation du ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badon, ainsi que des directeurs généraux des institutions publiques concernées, accompagnés de leurs proches collaborateurs. Dans un dialogue franc et constructif, les commissaires ont examiné un avis favorable et près d'une analyse approfondie des comptes financiers. Ces rapports seront maintenant transmis pour adoption lors de la prochaine séance publique, un moment décisif pour le gouvernement transparent du Djibouti. Autre actualité nationale, dans ce 22h, c'est aussi on va direction Arta, où la caravane du numérique a fait escale dans le cadre de la seconde étape de son périple digital dans les 5 régions de l'intérieur et les régions de l'intérieur dans le but de renforcer l'inclusion territoriale d'estime, les sciences, technologies, l'ingénierie et les mathématiques. À cet effet, s'est tenue ce matin la cérémonie de lancement de la caravane du numérique à Arta, sous le parrainage du préfet de la région, Hassan Dabalé, et en présence du président du conseil régional, Elmi Bouh, du directeur général du STIT, M. Samat Rabi, et du directeur d'incubation innovation au clé, Cheikh Mohamed, et de l'inspecteur de la région d'Arta, au MENFOP, M. Hassan Ali. Organisé par le Centre de technologie de l'information et du développement en collaboration avec ses partenaires, notamment le ministère délégué en charge de l'économie numérique et de l'innovation, le CLE, le PNUD et la Banque mondiale et le MENFOP. La caravane du numérique constitue une salle de formation digitale itinérante qui accueille des adolescents, des jeunes collégiens et lycéens pour suivre un programme de formation diversifié intitulé Code for Youth,
comprenant la programmation en Java, l'initiation à la robotique et à la réalité virtuelle, ainsi que l'utilisation des Scratch spécialement conçus pour les plus adolescents et les jeunes. Eh bien, le président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Bouh, a indiqué que cette initiative conduite par le Centre des technologies de l'information et du développement en collaboration avec ses partenaires prestigieux tels que le ministère délégué en charge de l'économie numérique et de l'innovation, le CLE, le PNUD, la Banque mondiale et le MENFOP représente une opportunité exceptionnelle pour notre région, a-t-il déclaré le président du conseil régional. Il a précisé que la technologie est le moteur du progrès et que cette caravane numérique va jouer un rôle clé dans l'autonomisation de notre jeunesse. En offrant des programmes de formation variés, cette caravane numérique ouvre des horizons, encourage l'innovation et favorise l'inclusion numérique. Le président du conseil régional a salué chaleureusement le STIT, son directeur général ainsi que tous les partenaires impliqués dans cette entreprise ambitieuse. Ensemble, nous investissons dans l'avenir de notre région en dotant nos jeunes des compétences nécessaires pour prospérer dans un monde de plus en plus numérique, a-t-il déclaré le président du conseil régional. De son côté, le préfet de la région d'Arta, M. Hassan Dabalé, a remercié les organisateurs de la caravane numérique, estimant que cette initiative est inédite à Djibouti. Écoutons-le. Du numérique axé sur les technologies, sur les régions de l'intérieur, se pose à partir d'aujourd'hui à Arta et jusqu'au 11 janvier 2024. La caravane du numérique est une initiative inédite à Djibouti organisée par le Centre de technologie de l'information et du développement en partenariat avec le ministère délégué en charge de l'économie numérique. En offrant des opportunités d'apprentissage à nos adolescents et jeunes et à travers un programme de formation. Au nom des autorités locales, au nom de la région d'Arta, à mon nom propre, je salue le CPID. Et dans notre premier magazine de ce soir, nous vous emmenons à l'école de médecine de Djibouti, où la formation demeure une étape cruciale avant de gravir les échelons de la médecine. Notre reportage se penche sur la faculté de médecine de Djibouti, une institution qui incarne la transmission du savoir depuis sa création en 2007 sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Reportage. Ici, c'est l'école de médecine de Djibouti, également connue sous le nom de faculté de médecine, un joyau de l'enseignement supérieur dans le pays. Basée à Djibouti-Ville, elle joue un rôle crucial dans la formation des professionnels de la santé, répondant ainsi aux besoins médicaux en constante expansion du pays. Chaque année, cette institution dédiée forme une quarantaine de généralistes, jetant les bases d'une force médicale locale et compétente. L'histoire de cette institution éducative exceptionnelle commence avec l'impulsion visionnaire de son Excellence, le président Guelleh, en 2007. Vision ambitieuse a donné naissance à une école de médecine dédiée, prête à façonner l'avenir des soins de santé à Djibouti. La première cohorte, symbolisant les pas de cette aventure éducative, a fièrement obtenu ses diplômes au début de l'année 2015. C'était le prélude d'une transformation significative dans le paysage de la formation médicale à Djibouti. Le programme d'études de cette école est rigoureux et complet, offrant une formation approfondie dans les domaines de la médecine générale. Les étudiants suivent des cours théoriques, des stages cliniques et participent à des travaux de recherche médicale pour acquérir une expérience pratique. Comme vous voyez à côté de moi, vous avez les étudiants des 4e année qui font leur stage de néphrologie avec nous. Et donc ils vont voir les pathologies qu'on reçoit souvent, qu'on voit souvent dans notre service. Et donc ils font en fait une découverte par rapport à la néphrologie, parce que la néphrologie, c'est une spécialité de la médecine qui traite les maladies rénales, soit par des médicaments, soit par la dialyse.
L'échange progressif d'expertise des professeurs des facultés de médecine de Tunisie et des collègues médecins djiboutiens crée une symbiose pédagogique où l'expérience internationale des enseignants tunisiens se marie harmonieusement avec la perspective locale des médecins djiboutiens. Nous sommes aux urgences de l'hôpital général Pelletier, un point névralgique où se croisent divers cas allant des blessures mineures aux situations critiques. Nous allons à la rencontre des docteurs issus de l'EMD, précisément de la première corps. Je suis ici de la faculté de médecine de Djibouti dans le cadre de coopération tuniso-djiboutienne. J'étais de la 4e promotion. J'ai adhéré à la faculté de médecine en 2010 et j'ai fini mon cursus en 2017. Ensuite, j'ai commencé à travailler pour le ministère de la Santé à partir de 2018. Le fleur de la faculté de médecine et j'encourage vivement tous les bacheliers d'adhérer à cette faculté afin de devenir médecin. Je suis un produit purement djiboutien avec les collèges et l'université de la faculté de médecine qu'on a effectué ici à Djibouti. Par contre, l'enseignement, ça a été un enseignement mixte à la fois tunisien et djiboutien. Et actuellement, voilà, nous sommes les premières promotions qui sont sur les terrains, qui travaillent actuellement dans les urgences et dans tous les hôpitaux de la République. Formé en France, le pneumologue Ali Barimatan est le doyen de cette école prestigieuse. 224 jeunes médecins ont reçu des diplômes de notre faculté. Parmi eux, certains sont déjà spécialistes, alors que d'autres sont en cours de formation en spécialité à l'étranger. Les perspectives de l'avenir sont d'abord la poursuite d'un enseignement de qualité, ensuite le développement d'un centre hospitalo-universitaire, mais également aussi la préparation de la relève des enseignants tunisiens par des enseignants djiboutiens. La faculté de médecine de Djibouti, guidée par la vision du président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, se profile comme un phare éducatif. Éduquée, innovée et guidée, elle construit un héritage où la santé de la nation repose entre les mains compétentes des professionnels formés par cette institution d'élite. On reste toujours dans le domaine de la santé, où la création de ce centre de diabète joue un rôle crucial pour la prise en charge des personnes atteintes du diabète, qui a pour objectif le suivi médical et les traitements thérapeutiques des personnes atteintes du diabète, en particulier les jeunes. Reportage. Nous sommes dans la commune de Balbala, au PK12, précisément où se trouve le centre pour jeunes diabétiques. Vers 8 h du matin, ces jeunes venus accompagnés de leurs parents quittent leur domicile pour rejoindre le centre où les attendent un diabétopédiatre, des médecins et infirmiers. Le rituel est immuable et revient une fois tous les 3 mois sur rendez-vous. Le docteur s'invite même dans le fil d'attente pour poser des questions aux parents de jeunes sur leurs états de santé. Ce centre de jeunes diabétiques de PK12 est un service de santé public gratuit et soigne plus de 200 patients. Ère de numérique obligé, une base de données connectée fait désormais partie intégrante du centre qui joue un rôle principal dans la gestion des patients. Ainsi, les cabinets de consultation sont tous équipés et interconnectés à un réseau informatique de qualité, assurant ainsi la fiabilité et la confidentialité du diagnostic. À leur arrivée, les enfants se font piquer le bout du doigt avec un autopiqueur. La goutte de sang est déposée sur une bandelette et placée sur le lecteur qui affiche le taux de glycémie, un hémoglycotest de plus normal. Ici, le laboratoire en fait 2 analyses, la microalbuminie et l'hémoglobine cliquée, qui sont 2 analyses nécessaires pour tout jeune diabétique. Ils ont le résultat en 5 minutes, donc hémoglobine cliquée et microalbuminie. On fait dans cette machine. La machine, c'est une DC vitesse, donc automatiquement, on a le résultat en 5 minutes. Chacun a sa note sur un papier de traitement. Puis c'est l'injection dans le bras, la cuisse, la hanche ou le ventre, avec ou sans l'aide des soignants. L'enfant s'assoit en face du médecin pour discuter de la veille, les repas et les activités, etc. Et les parents ne font qu'observer et constater les connaissances de leurs enfants.
Parce que connaître son diabète et réagir aux signaux est déjà une forte maîtrise de sa maladie. Le diabète de type 1 est la conséquence d'un déficit hormonal, l'insuline, dû à la destruction des cellules du pancréas par un mécanisme auto-immune. Le diabète de type 1 ne se guérit pas mais se soigne par l'administration d'insuline par stylo ou pompe à insuline. C'est pourquoi il est primordial de faire de l'éducation thérapeutique ludique pour accompagner l'enfant et ses parents, car il ne s'agit pas de soigner une maladie, mais de vivre avec toute sa vie. Selon les médecins, contrairement à d'autres maladies chroniques, le diabète de l'enfant est une maladie prégnante. Ici, c'est la salle d'éducation thérapeutique où on forme les patients, les enfants et les parents sur le diabète. Donc, dans cette salle a une capacité de 24 places. Donc, on peut accueillir 12 familles, c'est-à-dire un enfant et un parent. Objectif, leur apprendre à devenir autonomes, faire eux-mêmes leur surveillance et leurs soins tout en ayant une vie de leur âge. Une institutrice spécialisée est à leur disposition pour leur montrer que c'est possible, à condition d'avoir de bonnes connaissances sur le diabète et d'acquérir les bons gestes. Cet établissement médicalisé, destiné aux enfants et aux jeunes diabétiques, ne s'arrête pas là. Qui dit diabète de type 1 et grossesse, dit variation des besoins en insuline pendant et après, le contrôle de la glycémie qui est un enjeu quotidien dans la vie de personnes vivant avec un diabète, le encore plus pendant la grossesse qui correspond à une période de profond bouleversement hormonal. Je suis enceinte de 7 mois, je me soigne ici au centre de PK12 maintenant depuis 3 mois. À l'époque, quand j'ai tombé enceinte, j'ai rentré direct dans le coma à cause de mon diabète. Mais depuis que je me fais suivre ici au centre de PK12, je vais très bien. Le centre des jeunes diabétiques de PK12 est un centre de référence qui a su attirer les populations les plus lointaines de la capitale, dans les localités et sous-localités des régions de l'intérieur. Nous travaillons ici 3 médecins, dont 2 médecins généralistes, et un médecin, un docteur, une pédiatre, une spécialisée dans la diabétologie pédiatrique. Pas toujours facile de soigner un enfant diabétique parce que les circonstances sont particulières. Un enfant de moins de 5 ans a du mal à se contrôler. Notre première mission, c'est de les soigner d'abord, donc de les suivre en consultation, mais aussi de les éduquer sur la façon de prendre eux-mêmes leur diabète, ce qu'on appelle l'autosurveillance. Développer les compétences de la domaine de la lutte contre la diabète des jeunes. Un investissement de haut de gamme qui répond aux exigences de prise en charge médicale actuelles. Cette structure médicale a pour objectif de réduire à long terme l'impact de cette pathologie chez les jeunes. Sa vocation est de soigner tous les patients, mais avec une ligne directrice bien orientée. La familiarisation, la compréhension, l'éducation au diabète avant tout. Et enfin, dans ce troisième magazine de la soirée, place à l'association Paris, qui avait signé jeudi dernier un important accord de partenariat avec le ministère de la Culture pour introduire 15 000 pieds de fuguier de barbarie dans les 15 localités des 3 régions de l'intérieur, à savoir Tadjoura, Obok et Dikil. Cet important accord entre l'association Paris et le ministère de la Culture illustre l'importance d'une coopération entre la société civile et le gouvernement pour renforcer la résilience des populations nomades face aux aléas climatiques. Reportage. L'association Paris a signé un important accord de partenariat avec le ministère de l'Agriculture jeudi au 4 janvier 2024 pour introduire 15 000 pieds de figures de barbarie dans 15 localités des 5 régions de l'intérieur, à savoir Tadjoura, Obok et Dikil, dans le cadre du projet PGIR. L'association Paris a été retenue pour son projet axé sur le développement de figures de barbarie dans le cadre du programme PASOK, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones AIMF, en partenariat avec l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes ANCLD. Ces projets lancés par l'association Paris à Adaïlou dans le cadre du tournoi d'amitié interrégional d'été organisé par l'ONG EVA s'imposent désormais comme une réponse efficace et durable aux effets du changement climatique dans notre pays. Cette convention paraphée par le président de l'association Paris, Ismaël Ahmed Mohamadi, et le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim El Mohamed, illustre la volonté et l'importance d'une étroite collaboration entre le gouvernement et la société civile pour renforcer la résilience des communautés nomades face aux aléas des changements climatiques de plus en plus fréquents
avec plus d'intensité. Cet accord consiste en amont à la plantation de 15 000 raquettes de figures des barbaries dans les localités des 3 régions, à savoir Tadjoura, Obok et Dikil, en mettant l'accent sur les avantages socio-économiques et environnementaux des figures des barbaries qui représentent par excellence un pilier de culture durable. Cette convention prévoit également à sensibiliser et à former les bénéficiaires directs à la culture des figures des barbaries. Une convention qui s'inscrit parfaitement dans la vision de Djibouti 2035, lancée et initiée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, comme une réponse pragmatique et efficace contre l'insécurité alimentaire en contribuant significativement à la protection de l'environnement. Écoutons l'extrait de la réaction du président de l'association Paris, M. Ismaël Ahmed Mahamadé. Je me réjouis de la signature de cette convention pour l'introduction du figuier et des barbaries dans 15 localités de nos régions. C'est un partenaire exemplaire gagnant entre l'association Paris et l'unité du projet Bégir. Quand les produits et les compétences existent au niveau national, c'est important de s'appuyer sur les compétences locales et de favoriser les productions locales, plutôt que de les importer. Nous remercions le secrétaire général Ibrahim Ilmi et le directeur de l'unité du projet Bégir de nous avoir fait confiance pour mener cette importante mission d'introduction du figuier des barbaries en collaboration avec l'équipe du projet Bégir. Grâce à cette collaboration, nous allons pouvoir, dans les jours à venir, lancer la caravane du figuier des barbaries, un événement itinérant dans le but de promouvoir la culture et l'utilisation du figuier des barbaries dans les différentes localités pour les plus grands bénéfices des agro-pastoraux. Merci à tout votre dévouement, merci à votre passion et merci pour votre soutien. Écoutons cette fois-ci l'extrait du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Elmi Mohamed. Nous sommes aujourd'hui réunis à une cérémonie de signature d'une convention entre les projets Pigir. Les projets Pigir est un projet cofinancé par les Fonds internationaux de développement agricole, les FIDA, et le gouvernement de Djibouti, et l'association Bari, et pour le développement et la plantation de 15 000 figuiers de barbarie. Donc, dans le cadre de ce projet de Pigir, il est prévu de planter 15 000 plants de figuiers de barbarie bien équipés et bien adaptés au climat aride de notre pays. Cette initiative entre dans la droite ligne de la lutte contre le changement climatique et l'insécurité alimentaire. L'objectif principal de cette convention est de donner les moyens nécessaires à la coopérative ou à l'association Bari pour permettre de planter dans les différentes localités que le projet Pigir intervient 15 000 plantes qui seront couverts pour financement par les projets Pigir. Les figuiers des barbaries est une plante à multiples recettes, comme vous le savez, et qui répond aux problématiques du changement climatique qui affectent lourdement la vie de nos populations agro-pastorales. Les travaux de plantation seront réalisés en collaboration avec l'association Paris. L'association Paris, comme vous le savez, est spécialiste dans la promotion de l'agro-pastoralisme pour la résilience inclusive et qui est spécialiste dans la région, notamment dans la région d'Adelou. Dans cette démarche des projets de cette convention, il est prévu aussi, parallèlement à cette plantation d'arbres, il est prévu la formation de nos agro-pasteurs dans le cadre de cette convention. Donc nous aussi, dans le cadre de nos projets et dans nos différents projets de développement du secteur primaire qu'on a dans toutes les régions du pays, on va essayer d'étendre, là c'est uniquement 15 000 plantes qu'on va planter dans l'ensemble du pays, mais quand on voit que ces projets sera un succès, on va étendre dans toutes les zones du projet, parmi toutes les zones où le ministère de l'Agriculture intervient. Paris a fait du figuier des barbaries son cheval de bataille contre le changement climatique dans le milieu rural. Cette jeune association affiche un bilan significatif dans la lutte contre le changement climatique dans le milieu rural de notre pays. C'est ainsi que l'association Paris a organisé des formations théoriques et pratiques à Adailou, respectivement intitulées formation sur les activités pour la restauration des terres dégradées et le reboisement et formation sur la culture des figures de barbarie portant sur les enjeux environnementaux.
Ces formations ont eu lieu des 03 au 06 novembre 2023 dans le cadre des projets intitulés « Développement des activités rurales économiques résilientes et fondées sur la préservation des ressources naturelles ». Si les conséquences socio-économiques et environnementales du changement climatique se font de plus en plus pressantes, l'association Paris incarne l'espoir des jours meilleurs pour l'environnement et la communauté rurale de notre pays. Réinventer le milieu rural où la protection de l'environnement rime avec le développement socio-économique et les rêves que l'association Paris compte concrétiser avec sa lutte et la persévérance pour léguer un héritage d'un environnement sain et productif aux futures générations. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé hier que le bilan des victimes de la guerre israélienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre s'est alourdi à 22 722 morts et plus de 58 000 blessés. Le ministère a indiqué dans un communiqué que durant les dernières 24 heures, l'occupation israélienne a commis 12 massacres contre des familles dans la bande de Gaza, faisant 122 martyrs et 256 blessés. La guerre israélienne a entraîné la destruction de la quasi-totalité des infrastructures, une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les autorités de la bande de Gaza et l'Organisation des Nations Unies. Autre actualité dans l'actualité internationale, c'est une conférence de presse qui a eu lieu au centre King Atlanta pour annoncer le programme de la journée de célébration de l'ancien pasteur Martin Luther King qui aura lieu le 15 janvier prochain. Eh bien, lors de cet événement, sa fille Bernice King a profité d'un discours annonçant le programme de cette fête pour avertir l'humanité sur la gravité de la situation actuelle dans le monde. Les guerres, la violence armée ont poussé l'humanité au bord du gouffre. Le racisme, a-t-elle indiqué, à l'encontre des Noirs reste un fléau plus de 50 ans après l'assassinat de son père. Le monde est dangereusement proche de l'autodestruction par l'utilisation abusive de ses propres instruments, a-t-elle averti. Face à des différents constats, Bernice King propose l'étude, la pratique de la philosophie de non-violence de Martin Luther King pour apprendre aux gens à vivre ensemble pacifiquement. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Japon, ou pour découvrir les maisons à toit de chaume de Miami et l'architecture historique d'Ozu, une caractéristique qui a valu à cette ville une reconnaissance internationale en matière de tourisme durable. Dans cet épisode exploré, on se plonge dans la culture rurale de Miyama et Ozu pour découvrir comment l'architecture traditionnelle est un atout pour encourager le développement économique et le tourisme durable. L'une des caractéristiques de cette forme voyage consiste à soutenir la communauté locale par le biais d'activités qui respectent leurs coutumes et traditions. Le kaipayabuki, technique ancestrale de pose de chaume Miyama, ancré Uléa, rencontre Haruro Nisho, l'un des derniers artisans à savoir construire les toits de chaume traditionnels japonais, un savoir-faire appelé kayabuki, remontant à 5000 ans, qui a été récemment inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.